presentations. We'll have a 10-minute Merci François. So Donc, thank you, François. Nous allons démarrer avec une présentation sur la recherche-action. J'ai invité deux de mes doctorants parce qu'ils s'impliquent dans la recherche-action. Premièrement, Antonia Bousben du nord de la France, mais qui fait son doctorat à l'Université de Liège en Belgique. Et puis Galia Shahin, qui est doctorant à l'Université de Montréal, mais qui est très impliqué dans tout ce qui touche à la sécurité alimentaire. Elle est coordonnateur d'un grand projet qui a eu ses débuts il y a pas mal d'années maintenant, avec le réseau Metropolitan Agriculture. Et donc, nous allons parler de la recherche-action et nous voulons essayer de présenter pourquoi nous pensons que sans une approche comme la recherche-action, on n'arriverait pratiquement jamais à avoir un système de développement durable, parce que ça implique l'implication de toutes sortes d'acteurs, et pas simple pour l'agriculture, pas simplement l'agriculture. Et comme nous allons voir, la recherche-action, ça peut impliquer le gouvernement, mais pas uniquement les gouvernements, parce qu'un bon nombre de nos problèmes, et ça on l'a dit dans la présentation, est créé par des conséquences inattendues des actions gouvernementales à tous les niveaux. Donc, nous avons le plan que nous voulons essayer de suivre. Il va y avoir certains aspects. Hey, j'espère que ce n'est pas encore une inondation, là. J'ai passé une semaine à Cannes. Non, c'est parce qu'il y a un fantôme. Il y a un fantôme, il faut savoir qu'il y a un fantôme dans la mairie et de temps en temps, il s'assied et il se casse la gueule, c'est normal. Les tables bougent, les chaises aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Non, voilà ce que nous allons faire. À un moment donné, nous allons simplement dire qu'est-ce que nous avons fait en termes de recherche-action au cours des derniers 5, 6, 7, 8 ans, et même plus. Donc, je pense, il faut que je regarde ça parce que je n'ai pas mes lunettes. Ce qui est intéressant, c'est que, comme quelqu'un a dit déjà ce matin dans l'introduction, tout ce qui touche l'agriculture urbaine, et quand nous parlons d'agriculture urbaine, en général, de plus en plus en Europe, on parle de l'agriculture urbaine et périurbaine. Et je participe à un des probablement le plus gros projets au monde sur l'agriculture urbaine qui est basé à Aachen avec 26 pays européens, 161 et plus chercheurs donc ils ont compris que l'agriculture urbaine et périurbaine, il y a un chevauchement très important et les deux sont tellement hétérogènes qu'il ne fait pas beaucoup de bon sens de les séparer tout le temps. Okay. Parce que ça varie énormément également entre pays et même entre régions dans un même pays. Donc, AUP, c'est agriculture urbaine et périurbaine, simplement pour... alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas l'air de marcher. Ouais, ok, d'accord. Ok, donc l'intérêt de l'agriculture urbaine, périurbaine, de plus en plus on en parle, c'est reconnu comme étant important pour l'approvisionnement en alimentation des villes, particulièrement pour certains segments de la population. Et encore une fois, ce qu'il faut constater, c'est que les motivations des producteurs ou des agriculteurs de l'alimentation sont aussi hétérogènes. Il y en a pour lesquels les motivations sont uniquement économiques. Il y en a d'autres
qui sont l'économie et les rendements économiques sont très importants, mais ils ont aussi un esprit social et environnemental. Donc, on constate qu'il faut tenir compte de toutes ces différences qui existent. Sinon, on ne va jamais arriver à créer des systèmes agricoles durables. OK. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur la problématique en général, c'est-à-dire l'agriculture urbaine, périurbaine, il y a beaucoup de recherche. Mais il y a très peu de recherche sur la recherche-action, qui implique la recherche-action. Et je dirais que pour vraiment avoir des systèmes de production durables qui peuvent répondre aux besoins des populations dans les villes, il faut en général une approche de recherche-action, mais qui peut être aussi relativement hétérogène. Il y a différentes façons de le faire. Et donc, le rôle du chercheur est très particulier là-dedans, et en particulier, le chercheur s'impose jamais, parce que dès qu'il s'impose, c'est plus la recherche-action. Il peut agir comme informateur, comme conseiller, et surtout par son rôle d'accompagnateur. Et les résultats où ça a eu lieu sont vraiment étonnants. Et donc, nous allons faire référence brièvement à quelques exemples dans lesquels nous avons travaillé en France, au Canada, au Québec et en Ontario, et aussi en Belgique, le Pays de Herve et aussi la Wallonie. OK, tu veux faire? Donc, avant tout, on va essayer de vous présenter brièvement, parce que bon, malheureusement, il n'y a que très peu de temps. Qu'est-ce que cette recherche-action? Ah oui, sinon, on ne m'entend pas. Si vous ne m'entendez pas, si je parle que comme ça. Ah oui, c'est vrai, la traduction, pardon. Donc, en effet, je vais essayer brièvement de vous expliquer ce que c'est que cette recherche-action. Donc, c'est une recherche scientifique qui a été mise en place il y a déjà quelques années, fin du 19e, début 20e. C'est une recherche qui a surtout qui met surtout au centre l'individu. Donc, on a une espèce d'interaction entre à la fois le chercheur et les groupes sociaux, comme on dit. Donc, on a eu effectivement une multiplication de travaux qui ont été réalisés après la Deuxième Guerre mondiale, notamment. Alors là, ça ne marche pas. Non ? OK. Donc, on peut essayer de s'interroger à savoir qu'est-ce que réellement cette recherche-action. Donc, à savoir que c'est avant tout l'attention du chercheur qui est portée sur son objet d'étude, en l'occurrence ici l'agriculture périurbaine, donc à la fois urbaine et en périphérie. Donc, de par une collecte systématique des données qui puissent être vérifiables sur le terrain, mais l'élément essentiel dans cette recherche-action, c'est vraiment de prendre l'individu, mais tous les individus, alors tous les acteurs concernés, aussi bien agriculteurs que des acteurs politiques et simples citoyens, consommateurs. Donc, on peut quand même appuyer le fait que la recherche-action soit avant tout adaptée à la vie courante. Et là, effectivement, le recherche se doit de s'impliquer complètement. Et je vous donne une référence, c'est Boisclair, donc c'est une étudiante à Christopher qui avait fait un excellent travail il y a quelques temps, en 2008 précisément. Donc là, ce qui est important également encore de mettre en avant, c'est l'implication totale du chercheur et son influence dans les éléments étudiés. En l'occurrence ici, la durabilité des systèmes agricoles. Alors, en résumé, donc la recherche-action, elle se doit donc d'impliquer, comme je viens de dire, différents acteurs. Les agriculteurs, les acteurs politiques, les citoyens consommateurs. Donc surtout, ce qui est important de souligner également, ce sont tous les intérêts qui doivent être pris en considération. Et de par ma petite expérience, parce que malheureusement, ça fait que 2 ans et demi que je fais de la recherche sur la Wallonie, donc notamment Charleroi, enfin je vous montrerai une carte tout à l'heure, et le Pays de Herve. Donc j'essaie de faire une petite comparaison. Et c'est vrai qu'on se rend compte que si on ne prend pas vraiment en considération les intérêts des uns et des autres, on se retrouve face à un mur, comme on dit. Donc là,
ce qui est clair, enfin moi en tant que chercheuse, j'essaie quand même d'assumer à la fois mon rôle d'informatrice, entre guillemets, parce que ça, une fois de plus, je me suis bien rendu compte, j'ai rencontré ici dernièrement le député européen Marc Tarabella, qui parle peut-être à personne, mais enfin il est quand même député européen et qui s'attache à regarder vraiment de près cette agriculture qui, en Wallonie, hein, tout au moins, est vraiment en train de partir dans le mur, si je puis me permettre l'expression. Et en fait, il n'était pas conscient du tout des pertes sur 20 ou 30 ans, parce que j'ai fait une étude sur 20 ans. Et donc, à moi, en tant que chercheuse, d'apporter les éléments qui puissent éclairer un tant soit peu ces personnes, et surtout des acteurs politiques, c'est quand même bien d'avoir leur appui. Donc, de par cette implication du chercheur, on peut essayer d'amener les différents acteurs à pouvoir, à ce que leurs intérêts convergent dans un premier temps, mais ce qui n'est pas toujours évident, de par ma petite expérience, une fois de plus. Donc, on fera ici une brève comparaison, enfin, une comparaison entre ce qui a été fait sur les différents territoires qu'on a évoqués ici dans le début. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu quand même des publications qui ont été faites dans Geographical Research. Donc ça, les références sont là. On a fait 2-3 articles, hein, si j'ai bonne mémoire, sur cette méthodologie qui me semble franchement intéressante, et je l'ai détaillerai un peu plus tard, puisque la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, il y a eu un colloque à Valenciennes, et justement, je ne sais pas si ça parle, monsieur Christophe Soulard est en train de mettre en place cette recherche-action, je trouve ça exceptionnel. Donc, il y a un problème, j'ai l'impression. Donc, on se doit quand même de voir les défis auxquels cette agriculture périurbaine est confrontée, parce que malheureusement, pour qu'elle puisse atteindre une certaine durabilité, entre guillemets, il faut quand même voir ce qui se passe réellement. Et effectivement, l'un des premiers soucis au niveau de cette agriculture, c'est le problème foncier qui touche de plein fouet l'agriculture en premier chef. Donc je ne vais pas tout détailler, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui se passent depuis quelques années, en tous les cas au Canada, de par les lois de protection des terres agricoles, en France. Donc ça, c'est vrai que là-dessus, on est quand même assez bien lotis. Et quand on regarde de près, on a eu quand même la formalisation de l'agriculture périurbaine dans les années 2000, donc ce qui n'est pas rien. Et l'appui justement de terres en vide. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais quand on regarde certains organismes, etc., qui œuvrent vraiment dans ce sens, je pense qu'on peut essayer de trouver des solutions. Enfin bon, je n'ai pas de recette magique, mais bref. Et quoi qu'il en soit sur la Wallonie, donc je peux vraiment en parler parce que je suis vraiment au contact de toutes ces personnes, il n'y a quasiment rien qui se fait. Alors, bonne nouvelle, on a édité un code wallon de l'agriculture en mars 2014, donc il y a quoi, 1 an. Alors moi, ce qui m'a quand même assez interpellée, c'est le fait que quand j'en ai parlé aux agriculteurs, honnêtement, quasiment, j'allais dire 90%, 90% des agriculteurs n'étaient même pas au courant. Donc ce code, il est super intéressant. Il y a plein de choses très très bien qui devraient être mises en application, mais malheureusement, dans la réalité des choses, les gens ne connaissent même pas. Après, bon, on peut dire qu'ils n'ont qu'à se renseigner. Bon, c'est pas non plus. Ce sont des agriculteurs. Ils sont là pour produire des denrées alimentaires, nous nourrir. Ils sont pas là pour passer leur temps à lire des articles. D'autant plus que le code. Donc c'est l'un des premiers. Le premier article, il fait quasiment plus d'une centaine de pages, quoi. Donc voilà, faut être quand même conscient de la situation. Donc on a, c'est clair qu'il faut absolument qu'on pointe du doigt cette reconnaissance des instances publiques. Et surtout, l'élément qui est important, c'est que de par cette urbanisation intensive et cette avancée inexorable de la ville, il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a énormément de fonctions qui se chevauchent. Et ça, malheureusement, les intérêts divergent souvent. Et il en est des conflits. Et là, on peut aussi se poser la question si, effectivement, les pouvoirs publics pourraient y remédier. Enfin, on ne perd pas notre fil conducteur, à savoir la durabilité des systèmes agricoles. Donc, je l'ai dit tantôt, l'agriculture, c'est la première, on va dire, la première fonction qui est touchée de plein fouet. Alors, toujours à travers les défis, on a, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, je pense que je vais aller très très vite là-dessus. On a des résultats assez intéressants sur le Canada,
de par ce que Christopher a fait avec une de ses étudiantes. On a également des choses intéressantes qui se font en France. Une fois de plus, je vous dis, j'ai vraiment été subjuguée par l'intervention de Christophe Soulard, que je salue encore en passant. Donc, il est sur l'INRA. Et ici, il y a quelques mois, il a commencé une recherche-action donc sur Montpellier Métropole. Et c'est vrai qu'il a réussi à interpeller la maire d'une petite ville, Madame Toussard, Isabelle. Bon, c'est une agronome, certes, mais là, je me suis rendu compte à travers ce qu'il avait proposé, mis en place, qu'il y a des projets qui vont se mettre en place, donc faire directement une symbiose entre l'agriculture d'une part et l'alimentation. Donc, quelque part, faire travailler les agriculteurs locaux. Donc, au final, avoir un peu plus de durabilité, entre guillemets, et surtout une pérennisation de cette agriculture. Alors, je vais passer brièvement, parce que au final, dans ce que je viens de vous dire, j'ai quasiment tout déjà dit. Donc, je vais parvenir sur les différents systèmes qui permettent de conserver l'agriculture urbaine et périurbaine. Donc, un autre défi, effectivement, de l'activité agricole en France, et aussi d'essayer d'avoir de moins en moins de pertes de terres agricoles. Quand on voit qu'en France, les derniers chiffres que j'ai pu trouver, c'est quasiment 200 exploitations qui disparaissent par semaine. Donc ça, je tiens cette source de la France agricole en 2010. Et en moyenne en Belgique, donc en Wallonie, excusez-moi d'insister, mais la Belgique est constituée de trois régions. Donc le nord, c'est flamand, la région flamande, Bruxelles-Capitale, et le sud, donc région wallonne, là où justement je suis enseignante. Et c'est vrai que quand on regarde de près, on a vraiment le sentiment d'avoir 3 pays différents, puisqu'ils sont tous les 3 gérés par des gouvernements différents, etc. Mais en tous les cas, en Wallonie, l'agriculture va très mal. Et d'après ce qu'on me dit, malheureusement, je ne connais pas du tout, je ne parle pas le flamand, donc j'ai un peu de mal à cerner réellement. Mais paraît-il qu'en Flandre, c'est encore pire, puisque beaucoup d'agriculteurs flamands essayent de louer des terres agricoles sur la Wallonie. Alors, un des derniers défis, c'est donc d'arriver à concilier à la fois la proximité spatiale et les attentes citadines, parce que ça aussi, c'est des paramètres qui entrent en jeu, à savoir qu'aujourd'hui, de par toutes les crises agricoles, les citadins sont de plus en plus demandeurs de produits locaux, de produits frais, dont on a une certaine traçabilité. Et malheureusement, dans les prochaines années, je pense que ça va être de plus en plus, parce qu'apparemment ici, il y a eu également, j'ai entendu, mais je ne suis pas sûre du tout, peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer, la langue bleue des bovins. Je ne sais pas ce que c'est cette maladie. Donc c'est vrai qu'on est de plus en plus interpellé par tous ces problèmes. Donc également, et ça je pense que tout le monde en est conscient, un des défis à l'horizon 2030, c'est les défis énergétiques, parce que si aujourd'hui on est tout heureux d'avoir le prix à la pompe qui baisse autant, malheureusement, je ne pense pas que ça puisse rester comme ça. Donc je vais passer vite fait sur les différents autres défis, donc les conséquences, les externalités négatives de l'agriculture sur l'environnement, etc. Et surtout, à l'horizon 2050, nourrir quand même 9 milliards de personnes sur Terre. Voilà, donc au niveau qu'est-ce que la recherche-action peut apporter peut aider à mieux appréhender cette agriculture périurbaine, et surtout le rôle du chercheur. Donc ça, c'est indéniable. L'approche du chercheur, elle reste dans un premier temps avant-gardiste au niveau de cette méthodologie. Et surtout, elle dépasse largement la simple, on va dire, recherche traditionnelle, avec différents rôles qui doivent être endossés, à savoir informer, accompagner et surtout, on va dire, essayer d'organiser des focus groups, essayer de concerter les personnes. Et bien entendu, avoir une implication réelle et fondée, ne pas non plus imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, puisque de toute façon, ça ne marchera pas. Et là, je crois que je vais passer le reste à Christopher, qui terminera la dernière partie. Merci, Antonio. OK. Ce qu'on veut souligner, et puis on donnerait deux exemples en quelques minutes, c'est que la méthodologie de recherche-action, qui peut être assez variable, dépasse de loin la simple recherche traditionnelle. Et la simple recherche traditionnelle
souvent ne mènent pas directement à la construction de systèmes agricoles durables ou de projets de développement territorial pour la production alimentaire durable. Donc, ce qui est le plus important, et c'est un des plus grands défis pour la recherche-action, c'est qu'une bonne partie des chercheurs ont beaucoup de difficultés à ne pas s'imposer sur leur point de vue sur les autres acteurs, comme les agriculteurs avec qui ils sont en train de travailler. Il faut surtout que les projets qui vont se développer appartiennent aux agriculteurs, aux producteurs, aux consommateurs et puis également les différents niveaux de gouvernement. Et puis ça aussi, c'est un des plus grands défis parce que les gouvernements, comme je vous ai dit, nos gouvernements, certainement au Canada, dans l'Union européenne, sont responsables pour une grande partie des externalités négatives générées par l'agriculture productiviste et capitaliste au cours des derniers 50 ans. Donc, c'est un peu comme s'il y avait des intempéries qui empêche la communication entre le souris. Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Bon. Ok. Il y a des choses, ça ne marche pas, ça ne communique pas direct. Ouais. Non, mais c'est plus facile, oui, mais normalement. OK, donc en quoi la recherche-action? Oui, c'est ça. Ce qui est très important, c'est les 3 P du développement durable, le processus. On ne peut pas fixer des objectifs pour un projet territorial, pour un projet en agriculture durable, qui vont rester fixes pendant tout le temps. Parce que tout ce qui touche, toutes les dimensions du développement durable varient dans le temps, en partie en fonction de nos connaissances. Donc, le processus est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut absolument penser qu'un plan qu'on va développer pour un agriculteur, pour un groupement d'agriculteurs, les plans qu'ils vont développer eux-mêmes font partie des processus et qu'à tout moment, ils vont être appelés à changer leur plan. C'est-à-dire c'est un processus continu. Ça ne peut pas être simplement qui va être figé dans le temps. Okay? Un autre pays du développement durable, c'est la patience, surtout en termes de recherche-action. Il faut absolument que le chercheur reconnaît que ce sont les autres acteurs, les agriculteurs, les producteurs d'alimentation, les consommateurs, les groupements de consommateurs, les réseaux de consommateurs qui vont construire et puis vont approprier le projet comme étant leur projet. Parce que sinon, ça ne marche pas. OK. Et puis l'autre, c'est la participation, dans le 3e P, est essentielle de concevoir une situation où même si on commence avec un groupe d'agriculteurs ou un groupe de producteurs d'alimentation, que tôt ou tard, il va falloir impliquer d'autres acteurs dans le processus de discussion qui va mener à un plan d'action ou des plans de projet. OK. Donc, je pense qu'on peut passer à la prochaine. OK. Donc, je veux souligner encore une fois qu'il ne faut pas simplement séparer l'urbain et le périurbain,
parce que ce sont des espaces très, très hétérogènes. Et dès qu'on commence à regarder différentes régions, différents pays, on constate que ce que les gens veulent dire par agriculture urbaine dans un territoire veut dire quelque chose de très différent dans un autre territoire. Donc c'est pour ça que depuis des années, dans ce qu'on a écrit, on parle d'une hétérogénéité de l'agriculture urbaine et de l'agriculture périurbaine, et même d'un mosaïque de différents systèmes de production de l'agriculture. Okay. Ouais, c'est très long, même avec ça. C'est important de le mettre, quand même. Ouais. Donc, une chose qui est importante, c'est que la notion de développement durable a avancé plus dans certains pays, dans certains territoires que dans d'autres. Et souvent, quand il s'agit de projets vraiment durables, ce sont des projets qui ont été élaborés en partie avec l'implication d'un chercheur, d'un groupe de chercheurs. Et ce sont des projets qui sont vraiment élaborés par des agriculteurs, des producteurs d'alimentation et surtout des groupes ou des associations de consommateurs. Donc, on peut aller au prochain. Donc, ce qu'on constate, c'est que les exemples que nous avons utilisés déjà et que nous allons utiliser et que Antonio, par exemple, est en train de mettre sur pied, ce sont des exemples qui ont demandé un effort très important de la part des chercheurs, mais un effort même plus important de la part des autres acteurs impliqués. Il y a une chose qui est absolument certaine, on ne peut pas, en général, dépendre des actions gouvernementales par rapport à... Il y a quelques exceptions, mais on ne peut pas en général dépendre de ces structures. Et même, comme je vous ai dit tantôt, les conséquences négatives inattendues des actions gouvernementales, par exemple, quasiment toutes les externalités négatives de l'agriculture productiviste. Nous constatons que, par exemple, au Canada, même au Québec et dans la Colombie-Britannique, où il y a des lois de protection du territoire agricole, la façon dans laquelle ces terres sont gérées reflète le fait que le gouvernement, vers la fin des années 60, en Colombie-Britannique, début des années 70, ou en Ontario depuis à peu près la même période, même s'il n'y a pas de loi de protection des territoires agricoles, reflète l'importance que le gouvernement... Si tu veux des questions, parce que j'arrêterai dans 5 minutes. Hein, et okay. Il faut, voilà. OK, vas-y. Donc, on a des exemples. On va sauter les exemples rapidement. On va arriver à la conclusion. OK. Quelques conclusions, c'est qu'on suggère, à partir de tous ces éléments, que la question agricole devient un élément clé dans le bon fonctionnement d'une ville, et que les agriculteurs et les citoyens et les pouvoirs locaux devraient être directement impliqués. OK? Alors, il y a même... OK, passe à la prochaine. Oui, et la dernière. OK. OK, on va aller à la dernière... OK, dernière diapo. Voilà. C'est ça. OK. Donc, le chercheur, surtout, ne doit pas être un chercheur traditionnel. On pourrait être transformé. Je pense que les chercheurs qui mènent des projets de recherche-action ont souvent été dans le passé des chercheurs plus traditionnels.
comme moi. J'ai fait peut-être une trentaine d'années de recherche plus traditionnelle avant de découvrir la possibilité d'utiliser des approches de recherche-action pour commencer à aider les autres à changer le monde. Donc, ce qui est important, c'est que la recherche-action, pour le chercheur, le but n'est pas de publier des articles, des chapitres, des livres. Ce n'est pas du tout le but. Mais il faut aussi admettre que si on réussit un processus de recherche-action, on peut publier, on peut communiquer sans problème. OK. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier, ce qui est le plus important, que les projets de système agricole durable, système de production alimentaire durable, impliquant producteurs et consommateurs, par exemple, ce sont des projets qui appartiennent aux agriculteurs, producteurs et consommateurs, et quelquefois des pouvoirs locaux. Il n'appartient pas aux chercheurs. Et juste un dernier point, pour l'exemple de Senneville, dans l'ouest de l'île de Montréal, le projet de recherche-action qui a eu un impact sur une plus grande échelle, c'était un projet qui a été démarré parce que des agriculteurs sont venus me demander de les aider, de les accompagner dans la préparation d'un projet pour pérenniser leur plan de développement agricole. Et donc, ça nous a pris peut-être 5 ans en tout pour le faire. Et présentement, ils continuent à le faire. Et le plan de développement, surtout en utilisant des systèmes de production biologiques, implique également les circuits courts, qui sont très très importants pour presque tous les agriculteurs dans cette petite zone. Donc voilà. Merci Chris.